C'est la chute la plus vertigineuse qui s'est passée outre-Atlantique. Je vous parle aujourd'hui de Toys R Us. Ils pensaient avoir trouvé la bonne stratégie. Ils avaient l'argent, les équipes, l'expérience, et pourtant, la suite a tourné au désastre. Salut, c'est François, et bienvenue dans Autopsie d'une décision. Ici, on parle de décisions qui ont tout changé, mais pas dans le bon sens. Vous savez, ces choix que les dirigeants prennent convaincus de tenir la bonne idée, jusqu'au moment où tout s'effondre. Et dans cette série d'épisodes, je vous amène comprendre pourquoi certaines entreprises se plantent et comment potentiellement éviter les mêmes erreurs. Alors installe-toi bien et c'est parti pour ce nouvel épisode d'Autopsie d'une décision. Véritable symbole du rêve américain, ce fleuron de la distribution spécialisée et incontournable a marqué des générations entières d'enfants outre-Atlantique. Et pourtant, cette enseigne a récemment déposé le bilan en 2017. Derrière cette faillite spectaculaire, il ne s'agit pas d'un simple revers économique ou d'un mauvais trimestre. Non, c'est vraiment une série de décisions stratégiques mal avisées, de paris manqués et surtout de rendez-vous manqués avec l'histoire. Un business qui n'a pas été en capacité de se réinventer face à un monde qui change. Mais revenons d'abord au commencement. L'histoire de Toys R Us débute en 1948. Charles Lazarus, un jeune entrepreneur américain, ouvre un magasin de meubles pour enfants à Washington. Mais très vite, il va se rendre compte que ce qui attire les parents, c'est les jouets. Il change de cap alors. Et en 1957, il ouvre le premier magasin Toys R Us. Un concept inédit. Grande surface, exclusivement dédié aux jouets. Le succès est immédiat. Dans les années 80-90, pour vous dire, l'enseigne devient une référence mondiale avec des centaines de magasins à travers le monde. Son slogan devient culte. I don't want to grow up, I'm a Toys R Us kid. Vous m'excuserez pour ma prononciation. Mais, en fait, ce qui a fait son succès allait aussi devenir son talon d'Achille. Car c'est un modèle figé, incapable de s'adapter à l'évolution des attentes des consommateurs. Effectivement, l'un des tournants majeurs dans cette histoire a lieu en 2005. Toys R Us est racheté pour 6,6 milliards de dollars par 3 fonds d'investissement. Bain Capital, KKR, Vornado Realty Trust. L'opération est réalisée via un LBO, Leverage Buyout. En gros, un rachat financé en grande partie par la dette. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce mécanisme, mais c'est un mécanisme très courant dans ce type de rachat. Mais surtout, ce que ce mécanisme implique, c'est que l'entreprise rachetée porte elle-même le poids de son remboursement. Et Toys R Us va en souffrir pendant plus d'une décennie. Selon un expert en stratégie, Eliad Samoun, cette dette était un fardeau si lourd qu'il devenait impossible d'investir dans l'avenir. Et oui, chaque année, l'enseigne devait allouer près de 400 millions de dollars rien qu'au service de ses dettes.
Ça rappelle une certaine histoire, notamment avec Blockbuster, que j'évoquais dans un des épisodes précédents, qui a également très fortement impacté cette entreprise. D'ailleurs, pendant que Toys R Us refinance ses dettes, eh ben, Amazon, Walmart, Target, ils investissent massivement dans l'innovation, notamment dans le digital, la logistique. Toys R Us reste, elle, paralysée, sur place. Vient les années 2000. Internet commence à bouleverser la consommation. Les clients veulent comparer, acheter en ligne, être livrés à domicile. Bref, la révolution qu'on connaît. Et Toys R Us va rater ce virage. En effet, de 2000 à 2006, l'enseigne va sous-traiter son activité à Amazon. Eh oui, Amazon. Autrement dit, elle confie à son futur concurrent direct l'accès à sa base de clients. Toys R Us va littéralement rater sa transformation digitale. Un site obsolète, peu ergonomique, sans réelle expérience client. Et surtout, il est arrivé bien trop tard. La marque n'a pas su comprendre l'évolution des comportements d'achat. Et alors que des enseignes comme les Apple Store ou les Lego créent des expériences immersives en boutique, les magasins Toys R Us restent inchangés. Des rayons à perte de vue, une ambiance fade, peu de personnel qualifié, en gros un univers qui faisait plus rêver. Les jouets, produits pourtant magiques par essence, devenaient un bien de consommation très générique, sans âme, sans narration. Pendant ce temps-là, la direction enchaîne les promesses non tenues. Des projets de relance sont annoncés, mais jamais concrétisés. Le numérique est évoqué, mais sans plan d'action. On cherche des fusions, des rachats, des miracles. Il n'y avait littéralement pas de vision stratégique claire. La gouvernance a tout simplement échoué à faire face à des signaux pourtant évidents. Des changements de comportement, une concurrence qui progressait, des parts de marché qui s'effondraient. Comme le rappelle Forbes, les mauvaises hypothèses de départ, croire que seule la marque suffit, encore une chose qu'on a vue qui a impacté notamment Nokia, dont je parle la semaine dernière, on sait cette croyance a suffi à nourrir de mauvaises décisions financières. Un cercle vicieux classique, mais fatal. Du coup, 2017, Toys R Us dépose le bilan. Malgré des tentatives de sauvegarde, de sauvetage, l'enseigne ne parvient pas à restructurer sa dette ni à convaincre ses créanciers. 2018, c'est la liquidation. 30 000 employés perdent leur emploi. Un symbole s'effondre. Est-ce que cette fin est inévitable? Certains experts estiment que oui, le modèle est complètement dépassé. D'autres pensent que non, qu'une relance est possible, à condition de repenser clairement l'entreprise. Ce qui est sûr, c'est que les décisions clés ont été prises trop tard, ou des fois, pas prises du tout. Bon, Toys R Us ne s'est pas effondré un jour. C'est une entreprise qui s'est lentement désintégrée. À force de décisions mal orientées, le numérique par exemple, confier son service client sous-traité à Amazon, des paris très risqués et surtout un aveuglement stratégique, tout ça doublé d'une histoire de dette impossible à financer. Cette faillite, ce mécanisme de faillite, est malheureusement une chose qu'on retrouve très régulièrement dans les entreprises. Et moi, je prends ça comme un miroir tendu à toutes les entreprises qui se croient à l'abri. Car l'innovation, l'expérience client, l'agilité ne sont pas des luxes.
c'est des conditions de survie. Tu l'as compris, les grandes entreprises tombent rarement à cause d'une seule mauvaise décision. C'est souvent un jeu de plusieurs facteurs très divers, comme nous l'a montré cet épisode. Mais toutefois, ça reste extrêmement instructif. En tout cas, j'espère que cette histoire t'a autant fasciné que je l'ai trouvé plein d'enseignements. Et si t'as aimé cet épisode, abonne-toi, partage cet épisode et surtout, souviens-toi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a juste des prises de décision et des absences de prise de décision. L'avenir te dira le reste.